bienvenue à cette table ronde. Je précise deux, trois petites choses avant. La table ronde, elle a été préparée par, alors c'est moi qui vais l'animer, donc Benjamin, voilà, de la chaîne Bush et Geek, mais elle a été préparée par Anne Caloville, donc rendons à César ce qui est à César. Et donc je vais vous lire un peu sa présentation et présenter aussi les gens qui sont ici. Et aussi, je précise que Louise Carré, qui était annoncée, est en fait, je crois, un autre événement. Je ne sais pas exactement. En tout cas, elle ne pourra pas être avec nous. Donc désolé, on sera que, enfin voilà, on sera que des mecs sur scène, mais voilà, c'est comme ça. Va falloir s'y faire. Donc, je vais vous lire la présentation écrite par Anne et ensuite vous présenter les différents intervenants. L'intitulé étant du grand récit olympique au brand management que nous vend le sport. En décembre 1985, dans un article de la Tribune, ironiquement intitulé The Sporting Spirit, l'esprit sportif, donc, George Orwell établissait un parallèle entre l'exacerbation des nationalismes dans la première moitié du XXe siècle, d'une part, et d'autre part, l'essor des compétitions sportives. L'écrivain britannique pointait en son temps, dans des sociétés états-uniennes et anglaises en particulier, le choix de promouvoir et financer un sport spectacle, exacerbant l'animosité et encourageant les coups bas. Et en effet, le sport comme vecteur de propagande fut une réalité patente du XXe siècle, des Jeux Olympiques de Berlin en 1936 à la période de la guerre froide, qui voit aussi essaimer les fictions de guerre olympique, dans la science-fiction tout particulièrement, comme en France avec des romans tels que Les Jeux de l'Esprit de Pierre Boulle, La guerre olympique de Pierre Pelot et Les Olympiades truquées de Joël Wintrebert. Aujourd'hui, le sport constitue plus que jamais un outil de soft power pour les États, en plus d'alimenter une industrie et un marché où des multinationales génèrent d'immenses profits par le sponsoring. Ainsi, le sportif ou la sportive incarne toujours plus qu'elle-même. Elle se voit investie d'un imaginaire collectif qu'une propagande d'État pourra utiliser pour incarner une idéologie et des valeurs que les marques pourront reprendre à leur compte afin d'écouler leurs marchandises. Mais impliquer des spectateurs et téléspectateurs ne va pas de soi. Le sport a sa propre narration qu'il convient de souligner pour créer une dramaturgie des émotions. Aussi, du Olympia de Leni Riefenstahl à Canal+, l'art et les moyens du cinéma ont-ils été mis au service du sport-spectacle, pour le pire comme pour le meilleur. Aujourd'hui, l'enjeu pour les chaînes semble être de maintenir l'intérêt au-delà des moments de concrétisation du sport que sont le match et la compétition en eux-mêmes, divertir ad nauseam à travers un flux continu d'images. Cette discussion aura donc pour but de réfléchir à l'imaginaire du sport et du divertissement populaire à travers leur médiatisation et en questionnant leur instrumentalisation. Elle mêlera le point de vue de chercheurs à celui d'auteurs de science-fiction. Comment se fabriquent en masse les consommateurs et consommatrices du sport? Quel rôle les images et les représentations prennent-elles dans ce processus? Alors, je vais présenter nos différents intervenants avec mon petit carnet tout en tenant le micro. Donc, on va commencer par Tomté. Donc, Tomté Riam, qui est écrivain, lui, justement, de romans. Notamment des romans avec un regard qui porte un regard assez sombre et noir sur la société. En attendant que le bus explose aux éditions du Rocher, puis Drug City et Next Level que vous avez ici aux éditions du Diable Vauvert, au Diable Vauvert. Tu es aussi le fondateur du collectif d'auteurs Qui fait la France, mais tu es aussi ancien footballeur. Et d'ailleurs, ton premier livre, Banlieue Noire, qui était un regard porté sur la banlieue du point de vue d'un footballeur, et qui était préfacé par Lilian Thuram, et c'était aux éditions Présence africaine. Ensuite, je vais faire dans l'ordre des chaises, Gilles Bartholins, donc c'est bon, je n'écorche pas le nom, très bien. Alors toi, tu as un peu double casquette parce que tu es historien et anthropologue sur différentes spécialités, notamment le corps, les objets ou le fait religieux à différentes époques. Qu'on peut retrouver, tu as écrit un certain nombre d'essais sur ces sujets-là, comme Le hantement du monde et, titre que j'aime beaucoup, L'étrange et folle histoire du grille-pain, de la machine à coudre et des gens qui s'en servent, avec Manuel Charpie aux éditions Premier Parallèle, excellent titre. Tu contribues aussi à beaucoup de revues que je ne vais pas toutes citer parce que la liste était un petit peu longue. Technique et culture, donc tu es le rédacteur en chef. Terrain, critique, l'histoire. Et donc double casquette car tu es aussi romancier. Avec 2 kg 2 et plus récemment L'occupation du ciel qui je crois est devant toi aux éditions Rivage.
Et ensuite, Anthony Galuzzo, qui est maître de conférence en sciences de gestion, c'est ça, comme ça qu'on dit, il me semble, ouais, à Saint-Étienne. Et tu es spécialiste de la culture et de l'histoire de la consommation et de la société marchande. Et tu es auteur notamment de La fabrique du consommateur et Le mythe de l'entrepreneur à la découverte, qui sont justement 2 livres sur ce sujet. Et il me semble que tu as aussi une petite histoire personnelle vis-à-vis du football. Donc il y aura des petits ponts à faire à ce niveau-là. Donc merci d'avoir accepté cette invitation. Je vais commencer par une première question. Évidemment, aux intergalactiques, on parle de SF et du coup du sport dans la SF. Donc on parle beaucoup dans les différentes tables rondes de tous les films dystopiques avec des grands jeux qui sont toujours rapportés un petit peu aux jeux du cirque, les jeux de la mort, ce genre de choses-là, de grands événements sportifs où on manipule en gros les masses pour des sociétés relativement peu jolies et qui font quand même pas mal écho à des polémiques qu'on voit beaucoup en ce moment, notamment sur évidemment les Jeux Olympiques de Paris, mais qu'on a eu aussi avec la Coupe du Monde au Qatar, où les grandes fêtes sportives se retrouvent un petit peu salies ou entachées par différentes polémiques sur l'exploitation, l'exacerbation de valeurs néfastes, ce genre de choses. Et donc ça répond pas mal à ce qu'on voit justement dans les œuvres de science-fiction pour représenter ces grands événements sportifs. Ce qui donne quand même un petit peu l'impression que la beauté en fait du sport et toutes les valeurs du sport, tout ce narratif-là, est quand même un petit peu sali par différentes réalités qui sont autour, qui sont liées à l'argent, aux enjeux qu'il y a autour. Et pourtant, le sport reste extrêmement populaire et investi par aussi des très très belles choses et les gens s'y investissent énormément. Donc j'ai une question, je vais commencer par une question un peu générale et plus particulièrement pour les auteurs. Pourquoi on a vraiment du mal en fiction à imaginer des grands événements sportifs à travers autre chose que le prisme du pognon, d'une société délétère, de la manipulation des masses et tout ce genre de choses? Je sais pas qui veut commencer. Je pense déjà, moi, je peux parler du football. Donc, c'est un peu normal quand on voit les sommes qui sont en jeu. Moi, si je parle de mon, comment on appelle ça, de mon parcours, j'ai vu un petit peu l'évolution, j'ai vu comment fonctionnait un petit peu le football. Déjà, pour résumer, il y a eu, j'ai commencé, j'ai fait un sport-études. J'ai fait un sport-études football. Après, j'étais en centre de formation. J'ai joué en Grèce, etc. Et donc, dans l'évolution, j'ai vu qu'il y avait eu l'arrêt Bosman. En fait, c'est un arrêt qui a permis la libre circulation des joueurs. En fait, pour résumer, l'arrêt Bosman, c'était c'est un monsieur qui s'appelle Bosman en Belgique et qui ne pouvait pas quitter son club. En fait, à l'époque, on ne pouvait pas quitter son club en Belgique parce que même quand on était en fin de contrat, on pouvait pas, si une somme n'était pas versée par le club acquéreur, on ne pouvait pas, on pouvait, en fait, le contrat, c'était un contrat à vie. Donc, ce qui s'est passé, c'est que il a eu, il est parti à la Cour européenne, ce qui a permis justement comment on appelle ça, la libéralisation des joueurs professionnels. Donc, les joueurs pouvaient circuler d'un club à un club sans qu'il y ait de limite. Parce qu'avant, on avait droit à trois joueurs étrangers trois joueurs étrangers par club. Donc à partir de là, il y a eu chaque club a pu recruter le nombre de joueurs qu'il voulait. Et donc c'est là que l'argent, enfin pas que l'argent est arrivé, mais c'est à partir de là qu'on a pu chaque joueur a pu aller dans le club où il voulait aller. Et donc à partir de là, donc c'est les grands clubs ont pu acheter les joueurs qu'ils voulaient. Et donc moi je me rappelle, j'étais au PSG à l'époque et c'est Nicolas Anelka, qui était au centre de formation. Et c'est lui il est parti en Angleterre, à Arsenal. Et c'est à partir de là qu'ils ont verrouillé. Les clubs français ont changé les contrats pour ne pas perdre tous leurs joueurs français. Et donc c'est à partir de là qu'il y a eu des sommes astronomiques, que les clubs ont pu acheter les joueurs comme ils voulaient.
que les salaires ont explosé et que justement après il y a eu tous ces contrats, l'explosion des salaires, les namings pour les stades, etc. Donc c'est à partir de là que vraiment que les sommes ont atteint des c'était extraordinaire, quoi. C'était vraiment et à partir de là tout s'est enchaîné. Merci. Gilles, si tu as un avis peut-être en tant qu'auteur là-dessus. Oui, pour faire peut-être une réponse à l'inverse, je me suis dit, on a effectivement tous en tête un certain nombre de romans et de films qui posent le sport dans des situations d'état totalitaire ou d'ultra-violence, voilà, que ce soit le jeu collectif ou individuel, de survie. Et je me souviens avoir lu, il n'y a pas tellement longtemps, mais c'est une nouvelle et un roman canadien-québécois où l'argent, la violence ne sont pas là, et pourtant on est dans la science-fiction. Je crois que ça s'appelle La disparition du forum en 81, et le personnage s'appelle Gaston Raté avec 2 T. Et alors lui, il découvre qu'en buvant beaucoup de bière, il arrive, ça se passe dans le monde du hockey, en buvant beaucoup de bière, il arrive à changer la trajectoire du palais, de la rondelle, comme on dit, outre-Atlantique. Et c'est un roman qui a une base de surnaturel, enfin de merveilleux. Il y a quelqu'un qui est investi d'un pouvoir surnaturel par le procédé de la bière et d'autres liquides inébriants. Et je me suis dit, c'est une sorte de satire justement de ce monde où en général les joueurs sont payés, où c'est très agonistique, où il y a une grande violence dans le hockey sur glace. Et juste après, je m'étais rendu compte de ça, en 83, je crois, il y a un roman qui s'appelle Ville-Dieu, qui met en scène la même situation. Alors peut-être c'est l'humour québécois ou canadien, qui met la même situation. C'est aussi un type qui se rend compte qu'il peut changer le cours des choses. Là, il est du côté des spectateurs, pas des joueurs. Et lui, au contraire, il doit aussi beaucoup boire, mais il se rend compte quand il va à la toilette que son équipe gagne. Et donc lui, c'est pas en prenant de la bière, c'est en se vidant en quelque sorte. Et donc chaque fois, il va se soulager et son équipe marque ou l'emporte ou a l'avantage. Et évidemment, il est furieux parce qu'à la fois, il veut que son équipe gagne, mais chaque fois, il manque les meilleurs moments. Et j'ai trouvé que cette situation dérogeait complètement à toute la liste des romans ou des films que l'on peut avoir vus voilà, sur ce rapport entre totalitarisme, argent, violence, sport, que ce soit la tradition grecque, vraiment du sport individuel, où il y a vraiment une amplification de l'idée vraiment du héros solitaire, parce que dans les sports grecs de la Grèce antique, il y a très peu de sports collectifs. En fait, pour ainsi dire, il n'y en a pas, sauf la course relais, mais encore une fois, ce n'est pas vraiment collectif. Ou au contraire, dans la société britannique 17e, 18e siècle, le mot sport, qui vient de disport ou d'esport, c'est en ancien anglais, c'est le divertissement. Il faut attendre avant que ça devienne le sport tel qu'on connaît, le 18e, 19e siècle. C'est plus le divertissement, c'est le sport et c'est la compétitivité. Et là, effectivement, les sports collectifs sont mis au service, en effet, de ce qu'on peut connaître aujourd'hui, de l'esprit d'équipe, toujours avec une visée là de défense nationale, alors qu'évidemment dans les situations que ce soit le nazisme, le fascisme ou le stalinisme, on est dans des situations où les sports sont collectifs parce qu'il s'agit d'expérimenter un certain nombre de comportements humains comme la soumission, la coopération, etc., dans des cadres sportifs, en préparation de la conquête d'un nouvel homme, etc. Et donc ces deux romans que je trouve hilarants, que vous devez absolument lire sur ce hockey. Voilà, je ne sais pas si c'est des exceptions ou si c'est l'esprit canadien qui les a produits pour déjouer justement un contexte où il y avait eu des scandales d'achat de joueurs avec des très grosses sommes et des matchs truqués. Il y a eu des affaires très importantes au Canada autour de ces grandes compétitions.
Alors justement, alors c'est pas pour faire de tout temps l'homme, mais justement il y a la question de, il y a toujours eu plus ou moins du sport, même si pas forcément sous la forme où on l'entend moderne maintenant, et tous ces problèmes-là qu'on associe aux polémiques réelles et aussi qu'on retrouve dans les imaginaires autour de voilà ce sport un petit peu vicié par les forces de l'argent, par des enjeux économiques énormes, les sponsors, les pubs, les joueurs qui sont gérés un petit peu comme des marques, enfin, tout ça qui revient souvent dans les polémiques de sport. En fait, c'est une version du sport qui est associée à notre société marchande et de consommation. Et du coup, Anthony, j'aimerais bien t'entendre là-dessus. Alors, je sais que tu dois le faire souvent, mais parce que ça paraît, on a l'impression de tous savoir ce que ça veut dire société de consommation. Et j'aimerais bien que tu nous dises c'est quoi cette société de consommation concrètement, ce que ça veut dire, c'est quoi les marques justement concrètement, d'où ça vient ces choses-là, et comment ça a pu se traduire dans le sport et récupérer la pratique sportive. Alors effectivement, société de consommation, c'est un terme polémiste et polémique qui est usé de manière dépréciative, au moins depuis certains grands essais des années 70, 1970. Et alors moi, dans mon travail, j'ai essayé d'en poser une définition matérialiste et dépassionnée. Une société de consommation, c'est une société où les gens consomment des produits qu'ils n'ont pas fabriqués ou contribué à fabriquer eux-mêmes. Donc c'est une société où on a une division du travail qui est poussée. C'est une société où on a des marchés à l'échelle, non pas simplement locale, comme dans une économie paysanne telle qu'on en trouve à l'époque moderne, par exemple, mais à partir du 19e siècle, un marché où, grâce à tout un ensemble d'évolutions technologiques, bancaires, infrastructurelles, on a une circulation de plus en plus rapide des hommes, des marchandises, et on a cette possibilité croissante d'aller s'employer, de vendre, d'acheter, et donc tout un ensemble, toute notre consommation ne va plus être comme ça l'était très massivement dans les sociétés paysannes, dans les sociétés qui étaient massivement paysannes. Ça va plus être simplement je consomme des produits que j'ai moi-même cultivés. Je cultive un peu de chanvre, par exemple, pour faire mes vêtements, divers céréales ou pseudo-céréales, de la cueillette, etc. À l'échelle de moi, de ma famille ou de ma communauté villageoise, je vais passer par l'intermédiaire du marché pour acheter et vendre. Et alors, sur le domaine du sport, comment on peut transposer ça? Activité physique, activité sportive. Voilà. Activité physique de manière plus générale, imaginez ça dans une société paysanne qui vit de polyculture autarcique, c'est-à-dire qui vit un peu sur elle-même, ce qui est quand même le modèle général jusque très récemment, puisqu'on a des infrastructures qui sont très précaires, on est dans un monde de lenteur, et donc on est dans une société paysanne où vous avez des individus qui ne sont pas consommateurs ou producteurs d'une activité physique. Ils le sont les deux à la fois simultanément, c'est-à-dire on va danser, des gens vont danser, mais ils vont produire aussi la musique et le cadre qui permet de danser. Ils vont taper dans leurs mains, ils vont faire de la musique, etc. Prenez les jeux paysans tels qu'on en retrouve encore des reliquats dans les jeux basques et les jeux paysans basques qu'on trouve encore aujourd'hui dans le Pays basque. C'est des jeux où en fait on va simplement reproduire l'activité productive, on va couper, on va tirer sur des cordes, on va couper, on va bûcheronner, on va avoir des équipes qui vont scier comme ça par paire des troncs d'arbres. Et en fait, très concrètement, on met à l'épreuve la valeur d'un homme en tant que paysan, en tant que producteur. Voilà. On a un jeu qui colle assez fortement à l'activité productive quotidienne paysanne. Quand on bascule en fait dans une société de plus en plus marchandisée, capitaliste, avancée, on a de plus en plus ce gap, comme ça, ce hiatus qui se creuse entre la production et la consommation, qui sont deux phases de plus en plus distinctes et éloignées dans le temps et dans l'espace. Et donc, dans la consommation, la production de sport, c'est pareil. Vous avez des producteurs qui sont là au loin, qui sont des spécialistes qu'on va entraîner, sur lesquels on va investir, sur lesquels on va accumuler, faire fructifier du capital. Ce spectacle sportif qui va être produit par des spécialistes du spectacle sportif, il va être vendu sous la forme d'un service, pay-per-view, un ticket dans un stade, etc., à une masse de consommateurs qui est là en tant que spectateur. Là où, dans des activités physiques, dans une communauté paysanne, par exemple, au XVIIIe siècle, vous êtes tantôt spectateur, tantôt acteur du spectacle sportif. S'il y a une course à cheval, par exemple, c'est la communauté qui est à la fois spectatrice et actrice du spectacle sportif, en quelque sorte. Et il y a la même chose pour la danse, par exemple. Vous avez les balistes dans la France du XIXe siècle qui se développent.
on danse plus au milieu des champs ou des vignes dans un rituel comme ça, un peu magico-utilitariste, et ensemble dans la communauté. On va un peu au loin, à bicyclette, pour en fait donner de l'argent à quelqu'un qui a clôturé un espace, qui a payé des musiciens. Vous payez un ticket d'entrée qui vous permet d'accéder à un espace spécialisé, conçu spécifiquement pour la danse. Et vous allez payer pour un service qui est la possibilité de danser dans un lieu dédié à la danse. Et là, on a des marchands qui viennent en fait produire la possibilité de danser dans un endroit dédié, etc. Voilà, une espèce de ségrégation, spécialisation de cette activité à travers un renforcement, division comme ça de les activités de consommation et de production et la séparation des consommateurs et des producteurs. Ce qui nous paraît à nous absolument naturel puisqu'on baigne dedans depuis toujours, notamment si on est, voilà, on est ressortissant de pays comme ça, très occidentalisés, très marchandisés encore. Mais c'est quelque chose qui est à reconstruire et qui est relativement récent finalement. Moi, comme d'autres dans la littérature, on a tendance à dater ça du 19e siècle en fait. Même si, bien évidemment, on peut en faire la préhistoire, il y avait déjà des professionnels du spectacle sportif dans la Rome antique. Mais là, encore une fois, je parle vraiment de masse, des phénomènes de masse, quoi. Tom T, j'aimerais bien t'entendre un peu plus là-dessus parce que souvent, justement, quand on a ces critiques-là du sport, en fait, c'est souvent beaucoup tu vois, des critiques extérieures. C'est-à-dire, tu vas avoir des gens qui ne voient, par exemple, du foot, mais ça serait valable pour les Jeux Olympiques et tous ces grands événements-là, qui sont pourtant des événements où il y a, qui rassemblent beaucoup de public et tout, de gens qui aiment vraiment ça. On va avoir que le côté c'est pourri par l'argent, c'est des gros événements qui vraiment mobilisent toute une ville et qui là par exemple pour les JO on a l'impression que en fait, ça prive les Parisiens de leur ville, enfin vraiment il y a tout ce truc là et j'aimerais bien avoir ton avis en tant que personne qui j'imagine déjà aime le sport, enfin le foot en tant que spectateur mais qui est aussi pratiqué et c'est quoi ton rapport à ça? Est-ce que tu as l'impression que justement tout ce truc marchand de pognon et tout a gâché un truc que t'aimais ou est-ce que tu te dis que ça va forcément avec? Comment tu le vis ça? Mais je pense déjà c'est parce que c'est pas des puristes, c'est pas des gens qui s'intéressent au sport ou qui l'ont pratiqué. Moi, quand j'ai commencé à jouer au football, c'est parce que j'aimais ça. Je me suis pas dit que ça allait me permettre d'en vivre, etc. Donc après, oui, ça peut être choquant quand on voit les sommes folles qui sont dépensées. Moi, quand je vois aujourd'hui, quand on était au centre de formation, moi j'étais en centre de formation, il y avait des contrats, il y avait des petits contrats, on était stagiaires pro, on touchait, je sais pas, 4 000 francs. Maintenant, les stagiaires pro au Paris Saint-Germain, ils ont des plus longs contrats, ils sont déjà à 16 ans, à 17 ans, ils touchent 4 000, 5 000 euros. Ils ont des contrats avec des marques comment on appelle ça, ils ont des contrats avec des marques de sport. Donc c'est plus du tout les mêmes enjeux. Et on le ressent après pour le reste. Les sommes ne sont plus les mêmes, les salaires ne sont plus les mêmes. Et oui, je comprends qu'une personne qui ne s'intéresse pas, enfin qui ne pratique pas ou qui s'intéresse au sport de loin, soit étonnée ou soit choquée par les sommes que touchent des super joueurs quand c'est des 30 millions, 40 millions. Il y a des joueurs qui touchent 30 millions par an. Et donc, oui, quand on voit la situation et comment certains vivent, on peut être que choqué. Mais après, c'est un tout. Il y a les droits télé, il y a les marques. Comme je disais tout à l'heure, maintenant, les stades ils sont au nom. Là, par exemple, à Lyon, je crois que c'est le Groupama Stadium. Même les centres d'entraînement il y a un naming, il y a des marques qui sont derrière. Donc, c'est plus du tout les mêmes enjeux. Et donc, oui, c'est ça qui choque les gens. Mais après, moi, quand je regarde un match, il y en a, ils vont s'intéresser à tout ce qui est à l'extérieur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le jeu pour le jeu. Après, voilà quoi. Alors, je précise un truc, n'hésitez pas à prendre la parole si vous voulez intervenir. Moi, je déroule mon truc, mais vous êtes à la maison. J'avais une question, alors peut-être plus spécifiquement pour Gilles, parce que là, les inters, ça s'appelle du pain et des jeux. L'intitulé de cette année, évidemment, autour de cette question du sport, et ça fait référence évidemment à la vision, les jeux du cirque, la Rome antique, et le côté manipulation des masses.
et qui est beaucoup ce truc qu'on retrouve en science-fiction, où en gros, on va se retrouver avec des œuvres où le sport, c'est un truc hyper médiatisé et qui sert à maintenir, on va dire, la population dans une société qui l'opprime ou qui est dégueulasse, ou des choses comme ça. Et ça renvoie aussi un petit peu à la notion, alors là, qui est plus une notion de Marx, quoi, de l'opium du peuple. C'est-à-dire dire, en fait, quelque part, ça maintient les gens du pain, on leur donne du pain et des jeux, et c'est bon, ils se révolteront pas. C'est vraiment toute cette notion-là qui est derrière. Et je trouve qu'il y a un truc très très religieux. Et toi, tu as bossé sur le fait religieux à différentes époques. Et il y a cette question un petit peu avec le déclin justement de la religion qui peut être perçue comme quelque chose qui tenait un petit peu les gens, les masses, etc. Et avec le déclin de la religion, est-ce que c'est juste de dire que le sport est un nouveau fait religieux où il remplaçait un petit peu ce genre de fonction, on va dire, à la fois de contrôle dans le sens négatif, mais aussi le côté peut-être ça donne du sens à la population, à la vie des gens, ce genre de choses. Bon, c'est une question un peu, un peu totale, hein. Mais c'est vrai que si ça intéresse la question du pain et du cirque, Paul Veyne, là, qui est un très grand historien de l'Antiquité tardive, donc des premiers siècles du christianisme, a écrit Le pain et le cirque, qui est un très très grand livre où il met en évidence que l'on peut encore vivre aujourd'hui comme spectateur sur la question de l'identification auto-érotique, c'est-à-dire que la raison pour laquelle le sport fonctionne et la raison pour laquelle finalement les marques, le marketing, le branding, etc., tous les produits dérivés fonctionnent parce que c'est un prolongement matérialisé de cette fascination, en fait, de cette identification auto-érotique. Donc on se retrouve avec les mêmes chaussures, avec les mêmes vestes, avec les mêmes vêtements. On est pris comme ça, comme quand on demande aux acteurs de jouer au Othello en se barbouillant de chocolat. Donc il y a une sorte de partage, d'empathie. Et donc Paul Veyne montre à quel point c'est important pour le Romain de cette époque-là, où dans l'arène, en fait, il y a une double arène. Il y a évidemment là où se déroulent les jeux, qui sont parfois violents, qui sont parfois des courses de chars aussi, qui ne sont pas violentes. Et puis cette arène-là, c'est le lieu de la monstration. On vient véritablement se montrer. C'est un lieu de sociabilité très, très, très important. Donc ça remplit un double rôle. Et quand intervient le christianisme, les chrétiens, de manière générale, parce que c'est une contre-culture au sein de l'Empire romain, décident que ces jeux-là, ces spectacles, non seulement pour la question de la violence, enfin en tout cas les condamnent pour plusieurs raisons. Bien sûr la violence, bien sûr parce que c'est le lieu même d'une sorte de spirale du luxe, enfin, c'est-à-dire de monstration des différences de richesse, donc de consommation véritablement. Et un certain nombre d'auteurs chrétiens comme Tertullien par exemple au début du IIIe siècle, vers 200-202, qui écrit un certain nombre de textes contre les spectacles. Il y a, le titre c'est contre les spectacles. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les raisons pour lesquelles les chrétiens demandent une forme de sobriété, c'est parce qu'il peut y avoir qu'un seul niveau de réalité. Donc déjà, on est sur terre. Pour les chrétiens, pour vivre pleinement, sans couture, c'est-à-dire il faut qu'on soit sans couture, il ne faut pas de duplicité. Donc il ne faut pas un monde de la fiction et un monde du réel, un monde du drame et de la comédie, il faut être un. Et cette unicité-là, on la retrouve. Tout à l'heure, tu citais des grands auteurs des années 70, tu pensais, je pense, à Jean Baudrillard ou Debord sur la société du spectacle, ou de Baudrillard sur l'échange symbolique et la mort, ou la société de consommation, qui est quand même des livres absolument géniaux à lire. Et là, il met en évidence que le spectacle est en train de redoubler la réalité par une réalité inauthentique. Et on retrouve vraiment ce parallèle dans la condamnation du spectacle. Alors, est-ce que le sport, pour arriver en étant le plus court possible, c'est une nouvelle forme de religion? J'ai envie de dire qu'on peut essayer de choisir la réponse qu'on veut. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire du sport? À mon avis, on pourrait très bien décrire le sport sous l'angle de la religion, en effet, puisqu'il y a des idoles, il y a des icônes,
Il y a une matérialité très très forte, il y a une hiérarchie, enfin en tout cas il y a une verticalité entre le spectateur, celui qui regarde, celui qui apprend, celui qui maîtrise, etc. Donc on retrouve il y a une forme de clergé. Donc on peut très très bien faire une description analogique. On peut la pousser loin, je ne sais pas si elle vaut, hein. Je ne sais pas si un sociologue ou un historien du sport pourrait aller très très loin dans cette analogie, mais elle marche, elle fonctionne. Alors est-ce que ça remplace la religion par rapport à une forme de sécularisation relativement longue? Moi je suis un petit peu contre l'idée de la sécularisation du monde occidental en général, en termes de perte de foi ou perte de croyance. Alors, de fait, à ce moment-là, elle se répercute ailleurs. Elle se répercute dans d'autres domaines. Est-ce qu'elle se répercute dans le sport? Je ne sais pas. On peut faire des analogies, mais de là à dire... c'est quand même... Les univers de transcendance, c'est quand même autre chose que... Il y a quand même une autre dimension dans le religieux, dans le miraculeux, dans l'idée d'un salut sur Terre. C'est quand même beaucoup plus énorme que le sport. Très bien, merci. Justement, j'aimerais bien aller sur quelque chose de le sport comme émancipation aussi, quoi. C'est-à-dire qu'il y a, est-ce qu'on peut quand même produire des récits du sport comme émancipation? Et je sais que alors là, c'est pas de la science-fiction, mais dans les récits sportifs, typiquement les films de boxe, ce genre de choses comme ça, il y a un truc d'émancipation individuelle, voire collective pour certaines activités. Alors des fois, oui, c'est un peu individualiste et tout, mais il y a quelque chose dans la pratique du sport, c'est une émancipation, et c'est quelque chose, je pense, que les gens ressentent aussi dans la pratique du sport, comme quelque chose pour se dépasser, sortir de sa condition, et ces choses-là. Et est-ce que justement, on n'a pas une possibilité de faire des récits qui sont plus centrés sur le côté de la pratique populaire du sport, ou aller aux mains de ces pratiquants plutôt qu'aux mains des États, du marché, ou des choses comme ça. Et je vais prendre un exemple aussi tout simple, qui est que même dans les trucs un peu jeux du cirque, jeux de la mort et tout, type les Hunger Games, pour prendre un truc très popcorn, il y a un truc de... le Hunger Games, c'est pour ça qu'on va voir le film. En fait, on veut voir des gens qui se tapent dessus, même si le film nous dit c'est pas bien de faire ça. Et le but de l'héroïne, c'est de casser en fait le jeu, c'est de dire on arrête ces jeux, etc. Mais en réalité, cette révolution qu'elle arrive à mener, où elle casse les jeux, mais en fait derrière elle casse tout le régime qui est derrière, elle peut la faire parce qu'elle a gagné en fait le jeu, parce qu'elle est devenue une icône par le jeu. Et du coup les gens la suivent, etc. Et tout. Donc il y a vraiment comment on va dire, il y a une contradiction dans le truc, c'est que c'est à la fois quelque chose qu'il faut détruire, et à la fois quelque chose qui lui a permis de monter et de s'émanciper. Voilà, je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus sur comment écrire aussi un sport qui soit émancipateur, quoi. Après, c'est par rapport au parcours. Après, le problème, c'est quand on rentre dans le domaine professionnel. Après, le sport, ça inculque plein de valeurs. Donc, si on doit parler de ça, c'est les valeurs que ça inculque. Le parcours quand on démarre, quand on est tout jeune, et voir où on arrive. Après, dans le domaine professionnel, il y a tellement d'enjeux, il y a tellement d'argent qu'il faut un vainqueur, il faut un vaincu. Et là, ça se complique, en fait. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, il y a des sponsors, il y a des gens à qui il faut rendre des comptes, et ça devient compliqué. Donc, le sport, c'est intéressant quand on le fait justement pour soi-même et pour comme tu disais, s'émanciper. Et ça devient compliqué quand... Moi, je l'ai vu, de toute façon, je l'ai vu, j'étais en centre de formation, j'ai vu, on est là, c'est un sport collectif, mais très individuel en même temps. C'est-à-dire que personne ne te dira que tu as bien joué, personne ne te dira que c'est bien ce que tu fais, et qu'ils attendent, ils attendent presque ta fin de carrière pour te dire ah, finalement, tu étais un bon joueur. Hein. Parce qu'il y a la compétition, parce que tu es dans une équipe, il y a un joueur qui touche 5 000 €, l'autre il joue il est dans ton équipe, il touche 10 fois plus que toi, et toutes ces choses-là sont... Et puis on a un prix aussi, c'est-à-dire qu'on achète des joueurs, le joueur a un prix, le vend, on le revend, les contrats, toutes ces choses-là font que les dés sont pipés, quoi. C'est compliqué. Et justement, c'est ça qui est difficile dans le sport. C'est quand
il y a tous ces enjeux. Mais je pense que ce qui est juste tout de même, c'est de dire que le sport, comme il n'est pas, ancré à des divisions socio-culturelles très puissantes comme l'argent, c'est-à-dire que si vous avez un gamin qui est hyper doué, ça va être un éclair à travers tout le réseau social. Donc c'est en effet des voies d'émancipation. Il y a un certain nombre de personnes maintenant qui sont très célèbres, les meilleurs joueurs du monde, qui viennent vraiment de situations, c'est des transfuges de classe, on peut dire ça, qui viennent de situations sociales extrêmement pauvres. Il y a peu de domaines qui arrivent à traverser toutes ces lignes de front. Sinon, on est chaque fois, les conditions de naissance sont tellement déterminantes que là, on peut dire, et le sport a joué là-dessus. Je me souviens de publicités pour des Coupes du Monde où on voit des gamins au Brésil qui jouent avec à peine un ballon, pieds nus, etc. Et puis on vous montre les joueurs que c'est devenu. Donc il y a cette mythologie. Mais derrière ce mythe-là, je pense qu'il y a quand même une réalité. Il y a quand même des tout jeunes, tu pourras me contredire, mais qui sont repérés dans les quartiers, etc. En disant, toi tu joues bien, tu as quelque chose. C'est la même chose pour la musique, pour le piano, pour la guitare. C'est-à-dire que parfois, puis ça peut être la même chose pour l'écriture. Enfin, on prend un crayon, il y a des narrateurs qui sont nés, donc je pense qu'il y a certains domaines quand même qui forcent, qui forcent pas l'admiration, mais qui cassent l'ensemble, qui est capable de casser l'ensemble du système, où on deviendrait la reproduction sociale des classes, enfin pour parler comme Bourdieu, où on deviendrait célèbre, riche, méritant, parce qu'on est né dans une bonne famille, qu'on a fait tel lycée, qu'on a fait telle grande école, etc., etc. C'est quand même dans 99% des cas ce qui se passe. Sauf, je pense que le domaine du sport est un de ces lieux où on peut faire des diagonales. Oui, alors ça serait. Je rebondis sur la dimension bourdieusienne, la reproduction. Peut-être s'il y a des profs dans la salle, ça peut être une bonne voie pour intéresser les élèves à la théorie bourdieusienne, partir des footballeurs. Quand vous voyez un footballeur réussir, regardez sa fiche Wikipédia et la profession des parents. Souvent, le parent est éducateur sportif, ancien professionnel lui-même. Souvent, il y a une fratrie avec un ou deux frères, comme chez les Pogba. Donc le gamin a pu s'entraîner avec des frères qui avaient 50 plus que lui et qui allaient devenir pro ou semi-pro, ce qui l'a propulsé, ce qui l'a surclassé à chaque fois. Voilà, Mbappé, c'est ça, il me semble, mère ancienne de sportif professionnel et père éducateur sportif dans le foot, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, c'est des choses qui se reproduisent sans cesse, que vous voyez souvent. Donc il y a des capitaux de départ. Je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi qui passent par le corps, la manipulation du corps quand on est dans la petite enfance, etc. Dans la façon de s'orienter, se représenter l'espace, manipuler les objets, et qui passent de manière extrêmement inconsciente des parents aux enfants. Et donc il y a que tout un capital incorporé sportif qui passe. Et c'est aussi le lieu d'une reproduction sociale, en fait, le sport, très clairement, et d'un patrimoine familial aussi. Moi, j'ai vécu dans le sud-ouest un certain temps, une famille entière qui joue au rugby. La région produit un nombre incroyable de rugbymen, en fait, parce que vous allez dans les Pyrénées, vous comprenez assez vite, en fait. C'est une tradition familiale, villageoise, régionale, c'est complètement structurel. Enfin bref, mais je divague. En fait, moi, il y a un truc qui m'interroge, et là, je parle vraiment pas en spécialiste. Là, je digresse et je divague parce que je ne suis pas historien du sport et il faudrait qu'il y en ait un parmi nous pour nous éclairer, même si Gilles est peut-être plus savant que moi sur tout ça et pourra peut-être nous dire. Mais moi, ce qui m'interroge beaucoup, c'est dans notre âge, effectivement, le sport, c'est la compétition, c'est la domination, c'est le fait de récompenser le meilleur, de faire s'opposer dans une espèce de lutte para ou pseudo-guerrière plusieurs camps, plusieurs individus. Il faut un vainqueur et un vaincu, etc. Et je me demande, y a-t-il eu une époque et des communautés dans lesquelles on a pris le sport autrement ? Et voilà, c'est pour ça que dans notre modernité, c'est difficile à voir, en tout cas dans ce qui est très visible, ce qui fait l'objet d'un spectacle. Et moi, je peux rendre compte, quand tu vas digresser vraiment en n'intervenant pas du tout ici en tant que chercheur, mais en tant qu'ancien
fondateur de club de futsal. J'ai créé un club de futsal avec des potes il y a 20 ans. Parce que je commence à être un peu vieux, et pas trop, mais un petit peu. Et en fait, on avait une petite fibre anarchiste et on se disait, ok, on est entre copains, on a des règles, tout le monde a le même temps avec le ballon. Donc t'es mauvais, t'es bon, tu rentres, tu sors, peu importe le score sur le match. Le plus mauvais, il a le droit à autant de temps de jeu que le meilleur. On décide tout par le vote, il n'y a pas d'entraîneur, il n'y a pas d'entraînement. On fait tout pour être ensemble et s'amuser. Donc il n'y a pas les répétitions de passe, 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 tir, tir, tir. On est là, on s'amuse. Mais on s'inscrit dans une ligue et on joue. Et on l'a écrit dans les statuts. Donc j'ai fait 1 an. Je me suis barré. D'autres cofondateurs se sont barrés. On était tous des copains d'enfance. 5 ans plus tard, le club avait monté de 3 divisions. Ils s'étaient pris des entraîneurs. Ils s'étaient déchirés entre eux parce que les meilleurs d'entre eux, ils s'étaient fait repérer par un chasseur de tête du club. En plus, dans le futsal, hein, c'est pas non plus la folie, le futsal. Futsal à l'échelle régionale, par le club d'en face, et je les voyais sur leur page Facebook, ils étaient en train de s'arracher la tronche sur qui rapporte le plus de buts, qui a les meilleures stats et qui est le meilleur joueur, etc. Tout s'était complètement effondré, ça a tenu ce truc-là, juste quand les membres fondateurs étaient là pour le tenir, en fait. Ça, c'est une première expérience que j'ai eue. Deuxième expérience, je crée un club, même pas un club, un groupe informel de rugby dans le sud-ouest avec des potes. On était pour la plupart anarchistes ou communistes. Donc il y avait une petite culture de base quand même. Pareil, pas d'entraîneur, pas d'entraînement. Et on joue entre nous. Donc il n'y a pas de compétition. On jouait un peu à la fête de l'UMA contre des anciens. Mais on jouait entre nous. Et du coup, on équilibrait. C'est-à-dire quand il y avait une équipe, une de nos équipes entre nous qui se prenait trop une tannée, on refaisait les équipes pour rééquilibrer. Pour que ça soit toujours sain et qu'en fait, on soit toujours à peu près à égalité, quoi. Et ce qui était marrant, c'est que en fait, quand c'est comme ça, il y en a certains qui ont envie que quand ils vissent une passe, et celui qui reçoit la passe vissée, il la réceptionne bien et qu'il ne foire pas la belle passe et que ça soit un bon enchaînement. Donc il avait envie de faire des ateliers où on apprenait à visser ses passes, et des ateliers où on apprenait à faire des chisteras pour que tout soit fluide. Et ça se comprend parce que si on maîtrise la base des gestes techniques, on arrive à produire collectivement une fluidité qui est belle et qui est jouissive en tant que telle. Et pour ça, il faut viser la performance, donc il faut faire de l'entraînement, donc il faut travailler à être meilleur. Donc non, sauf que l'éthique de base de notre groupe, c'est non, on est là pour rigoler entre copains, après on va boire une bière et manger une pizza, on est là pour s'amuser. Du coup, on est un peu nul, plus ou moins. Et du coup, on arrive rarement à enchaîner plus 5 ou 6 passes, on fait rarement des trucs beaux. Et il y avait cette tension dans le groupe de ouais, mais on commence à faire des trucs beaux, ça serait bien de faire des trucs encore plus beaux. Et moi, je faisais partie de l'autre camp en disant non, moi je suis là pour parler et rigoler avec mes copains. Et à un moment, c'était parti en clash avec l'aile droite du groupe, qui était la minorité non nanar, non communiste, un ancien semi-pro de rugby autrichien, je ne ferai aucun stéréotype national, et qui est venu me voir et en fait que moi il a fait son petit atelier de passe vissée. Il est venu me voir et il m'a engueulé parce que j'étais sur le bord du terrain en train de boire un coup avec un pote, parce que je ne me pliais pas à la répétition de l'entraînement et du travail en fait. Et ce sur quoi on a commencé une conversation en disant mais est-ce qu'on a voté là-dessus qui a décidé qu'on allait faire un atelier passe vissée aujourd'hui? Et voilà, il y a eu toute une conversation de groupe pour refixer la norme du groupe et où on va et pourquoi on fait du sport. Voilà. Et donc voilà, moi je pose juste ça là, ça n'a pas de direction. Et je pose juste ça là pour dire, moi ça m'interroge, je ne sais toujours pas répondre à cette question. Est-ce qu'on peut échapper à l'appel de la compétition parce que dans les 2 groupes où j'ai été, où on s'est dit à la base, on y échappera, on n'y a pas échappé ou pas longtemps. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus, si vous avez un avis sur cette Moi, je trouve que la compétition, c'est quand même important. La vérité Après, on peut jouer, on n'est pas obligé de s'inscrire en club, on peut jouer pour le plaisir, au football. Après, la vérité du terrain, je pense que c'est important, parce que quand tu vois d'autres milieux, par exemple, je sais pas, je parle du cinéma et d'autres milieux, le fait qu'il n'y ait pas de... On peut mettre sur un piédestal n'importe qui. Au football, si on peut être le fils de qui on veut, si t'es pas bon, on te siffle et on te dit de rentrer chez toi. Et ça, c'est parce qu'il y a un score, parce qu'il y a des enjeux, etc. Donc d'un côté, ouais, on va dire la compétition, c'est pas bien, etc. Ça développe certaines choses. D'un côté, ça a des bons côtés, parce que ça permet aussi à des gens qui
n'importe qui, il y a des gens qui viennent de tous les milieux, de pouvoir exister, et qu'il n'y ait pas de différence, parce que oui, lui, il n'a pas la bonne couleur, il n'a pas le bon truc, etc. Et chacun, on peut venir d'où on veut et on peut arriver à un certain niveau. C'est important quand même, ça. Et après, on n'est pas obligé de faire de la compétition. Et puis la compétition, ça stimule aussi. Ça te pousse à aller plus loin. Le dépassement de soi, c'est aussi parce qu'il y a de la compétition. Ouais, je pensais à si on veut trouver une situation où il y a du sport sans compétition, on peut revenir à cette définition britannique du sport comme divertissement, où vous faites de l'aviron entre copains, vous jouez aux cartes, vous faites un certain nombre d'activités. Le sportman, c'est pas celui qui est compétiteur, c'est celui qui va se balader, qui est bien sur lui, qui a des fraternités physiques avec les autres. Il y a très très peu de la dimension compétitive et elle vient seulement après. Il doit y avoir, moi non plus, je ne suis pas historien du sport, mais il doit y avoir un tournant qui s'est joué sur le caractère compétitif. Et là, on revient aux histoires classiques qui consistent à dire que le nationalisme a été le berceau, ce qu'Orwell dit, mais a été le berceau de la transformation du sport en compétition, en dépassement de soi, un sport qui est proprement agonistique. Alors c'est une catégorie chez Roger Caillois sur le jeu, il y a l'agone, mais effectivement c'est un jeu qui est très compétitif, et la compétition comme dépassement de soi, mais aussi comme préparation au combat, à la guerre, à un collectif qui ensuite va jouer ensemble avec des vraies armes contre les autres. Et c'est le fascisme italien, enfin depuis les années 20, qui met en place ça le premier. Et puis c'est le régime, qui n'est pas encore le régime nazi, mais le régime allemand, qui a une version, elle, pour le coup, qui est assez singulière et qui consiste à dire que l'on va essayer de créer une fraternité nationale, une communauté nationale à travers des activités sportives. Et on n'a pas beaucoup parlé, non seulement il n'y a pas de femmes, mais on n'a pas beaucoup parlé des femmes. Et dans le modèle soviétique et le modèle nazi fait beaucoup de place à la femme en termes d'émancipation et d'égalité. Et au sens où, alors évidemment c'est pervers parce que la femme va faire du sport, parce qu'elle va être la gardienne de la race, parce qu'il faut qu'elle soit, j'utilise des termes qui ne sont pas les miens bien sûr, vous avez compris, elle va être gardienne de la race, de cette tribu étendue, mais on reste dans un système, dans un régime qui est très masculiniste. Et Gustave Le Bon, qui au XIXe siècle est le théoricien de la foule, dit « la foule est une femme ». Et Hitler dira « il faut prendre les femmes comme une foule ». Une foule au sens où il faut les prendre ensemble et dire qu'elles vont être les gardiennes du foyer. Et alors dans le modèle soviétique, ce qui est très intéressant, c'est qu'au contraire, là, il y a une véritable idée d'émancipation, parce que le sport n'a pas du tout la même place. Ce n'est pas le sport compétition, c'est le sport hygiène de vie, contre l'alcoolisme. C'est le monde effectivement des sociétés rurales, des ouvriers, où le sport permet d'apprendre des compétences techniques. Ce n'est pas un domaine qui est séparé. Et là, véritablement, les femmes ont un rôle à jouer quasiment à l'équivalent de l'homme, parce qu'il y a une forme de dédoublement démographique. Si vous mettez les femmes à égalité avec les hommes, eh bien, pour conquérir le monde et pour montrer ce qu'est l'homme nouveau ou la femme nouvelle, enfin l'humain nouveau, eh bien, vous avez besoin des deux. Donc, c'est des modèles complètement différents. Et j'avais été frappé, là, c'est un peu pour moi des vieilles lunes, mais j'avais été frappé sur ces différences de conception, parce qu'on a tendance à écraser l'idée que le sport est... c'est Virilio qui dit ça, le sport, c'est la propagande du progrès, et on sait bien que ces idéologies-là sont des idéologies de progrès, des idéologies pour conquérir le monde, hein, en fonction d'un certain nombre de critères.
Oui, d'ailleurs, c'est un très bon exemple. Je rajouterais d'ailleurs qu'effectivement, il y a aussi, et c'est sur la dimension émancipation, il y avait dans le projet notamment des partis communistes en Europe. Alors après, on peut voir aussi des très mauvais aspects, y compris dans ces trucs-là, parce que tu avais des trucs sportifs où c'était vraiment les défilés et tout. Enfin, c'est un délire quand même assez particulier. Mais il y Mais avait je quand fais même l'éloge d'aucun système. Hein. Non, J'ai mais juste dit que entre la peste et le choléra, je crois qu'il vaut mieux être oui, c'est dans le kolkhoz que dans, mais que dans les jeunesses hitlériennes. c'est clair, mais j'allais aller dans ton sens parce qu'il y avait aussi d'autres enjeux qui étaient, par exemple, les clubs de foot dans par exemple les bassins miniers ou les zones industrielles et les villes industrielles, les appartenaient à l'usine et donc au patron. Et donc il y a eu un enjeu de dire non, non, on va faire le club de foot, alors soit du parti, soit du syndicat, soit des trucs un peu qui gravitent un petit peu autour, et aussi juste le truc tout bête de dire ben, on va amener le sport dans, je sais pas, dans la banlieue rouge ou genre dans des endroits où il y en a pas en fait. Et du coup, c'est perçu comme un truc d'émancipation, parce que c'est un accès à une activité, à un confort. Et c'est même plus que ça. Quand les Allemands arrivent en Pologne, alors il y a des championnats allemands qui se mettent en place, de football justement, et les Polonais veulent continuer à faire une compétition, un championnat parallèle. Et dès que les Allemands sont au courant de ces championnats clandestins, les gens sont déportés, etc. Mais en camp, dans les camps, on a des témoignages très célèbres qui expliquent que des prisonniers et des gardiens jouaient au foot ensemble, et les prisonniers disent tous que c'est le seul moment où on pouvait encore se sentir comme un être humain. Donc il y avait une forme de, là c'est le football comme résistance, comme acte de résistance, soit à l'échelle d'un pays occupé, soit à l'échelle même de, alors c'est plus que de l'émancipation, là, de se sentir humain. Le seul moment, c'est vraiment, je me souviens de le seul moment où je me suis senti humain, c'est quand j'ai pu rejouer au football, jouer au football contre des gens qui allaient m'exécuter après, mais au moins jouer au football avec cette espèce de cadre qui est séparé de la vie. On a énormément de témoignages, surtout dans les pays de l'Est, où les gens jouent au foot, il y a des bombes qui tombent, il y a des tirs, etc. Mais ça continue. Donc il y a une sorte de... Alors là, vraiment, on a toujours dit que le sport, ça aide c'est un apprentissage de la guerre. Là, c'est quasiment le contraire, quoi. C'est un repoussoir, c'est une sorte d'exutoire. C'est ce qui nous reste quand il n'y a plus rien. Merci, parce que ça me fait un super transition. Sur le côté, justement, le fait alors après, c'est peut-être moi qui suis inculte, mais j'ai vraiment l'impression que dans la science-fiction et dans les imaginaires, c'est hyper souvent que non, le sport, c'est l'instrument de contrôle de la domination, de la dictature, de je sais pas quel régime ou je sais pas quoi. Et il y a très peu de récits où c'est au contraire un truc de résistance à je sais pas, un truc dystopique ou quelque chose, et surtout collective. Et d'ailleurs, et j'y pensais parce que Anthony, tu parlais sur la question de l'entrepreneur comme mythe justement du mec, vous savez, il s'est fait tout seul, c'est un génie, il a inventé un truc, c'est pour ça que maintenant il est multimilliardaire et tout ça. Tu dis il y a une invisibilisation du collectif. Et je veux bien déjà que tu t'expliques comment c'est fait dans ces mythes-là, parce que moi j'ai l'impression que ça ressemble justement au truc du champion, de dire genre vraiment en fait on va faire monter le champion. Et il n'y a pas de récit du collectif autour. Et à vous trois, sur ce sujet-là et aussi en tant qu'auteur, comment on fait? C'est trop facile en fait de faire des récits autour d'un champion, c'est trop kiffant. Comment on fait pour faire des récits où on montre justement tout ce qu'il y a autour et toute la réussite collective, l'accomplissement collectif qui peut aller avec ces activités-là? Oui, alors moi je ne traiterai pas de la partie comment faire autrement en tant que romancier, parce que je n'en suis pas un, contrairement à mes deux camarades. Dans le milieu entrepreneur, effectivement, j'explique en partant d'une étude de cas sur Steve Jobs comment, en fait, dans la littérature banale, c'est-à-dire tout ce qui est biographie, articles, documentaires, reportages, etc., comment on parle des entrepreneurs, des célébrités entrepreneuriales, et en fait, catégorie en fait, qui émerge fin 19e siècle avec les médias de masse. Donc on a les premières grandes célébrités entrepreneuriales mondiales avec Rockefeller Senior et Andrew Carnegie, entre autres, jusqu'à Elon Musk récemment. Et donc moi, je commence par une étude de cas sur Steve Jobs et j'explique que dans tous, en fait, vous pouvez, ça c'est un exercice que vous pouvez faire vous-même. Et c'est ce qu'a fait par exemple Chomsky dans La Fabrique du consentement. Vous prenez un sujet, vous regardez comment il est traité dans les grands médias, vous collectez plein d'articles, vous créez un corpus en fait, vous collectez tout un ensemble de discours sur ce sujet. Vous regardez ce qui est souvent dit et ce dont on ne parle jamais. Donc quand vous faites ça sur les entrepreneurs,
Vous avez des tas de bouquins sur Steve Jobs et sur Apple, mais dedans, on ne parle jamais de l'organisation concrète du travail. Comment ils travaillent, avec qui, c'est quoi les équipes, qui bosse sur quoi, comment, ou alors très superficiellement. Jamais des politiques d'approvisionnement. C'est quoi leur supply chain management, où ils produisent, c'est quoi leur deal avec Foxconn, etc. Ça, c'est très superficiel également. Et les syndicats. Ils ont des politiques antisyndicales très sophistiquées. Ça serait super intéressant d'en parler. Ils ont des vraies politiques, des vrais avis, des vraies directions. Hein. Mais on n'en parle pas. Donc il y a des absences structurantes comme ça. Et ensuite, effectivement, il y a tout un ensemble d'anecdotes qui sont ressassées sans cesse et qui forment une espèce de patron de schéma narratif qui est bien connu. Voilà, l'entrepreneur sorti de nulle part, qui, à la force de son pouvoir visionnaire et de son génie, s'impose, etc. Et alors, je pense que dans l'industrie sportive, dans les récits qu'on récolte, on peut trouver la même chose sur l'invisibilisation, effectivement, de tout un ensemble de travailleurs qui permettent l'accomplissement du spectacle sportif. Même si je trouve qu'avec la prolifération des médias et des médias spécialisés, je trouve que ça change un peu, c'est-à-dire que moi, je m'intéresse parfois, moi j'aime bien écouter des professionnels parler, notamment des professionnels du football. Comme ils ont de plus en plus d'expressions spécialisées, de niche, on a beaucoup plus d'informations sur tel préparateur physique, tel kiné, tels petits employés du stade, etc., avec lesquels ils développent des relations, etc., avec lesquels ils collaborent. Mais pour aller deviner cette infrastructure et cette économie derrière, sous-jacente, c'est-à-dire pas simplement les 22 gars sur le terrain, le spectacle sportif et les quelques commentateurs, mais tout ce qu'il y a derrière, jusqu'aux éducateurs sportifs, il faut quand même aller s'y intéresser de près pour comprendre l'économie du truc de l'intérieur. Mais si on s'y passionne vraiment avec la floraison et vraiment la prolifération médiatique à travers les réseaux sociaux, à travers les plateformes vidéo comme YouTube, etc., on y a de plus en plus accès. Notamment, il y a de plus en plus d'émissions spécialisées sur le football où il y a un ancien footballeur qui interviewe un autre footballeur pendant 1h30, 2 heures, et il parle boutique. Donc, ils parlent de leur centre de formation, ils parlent de Clairefontaine. Et là, ça peut être super intéressant pour un jeune, j'imagine, qui regarde ça et qui veut s'intéresser à l'écosystème, parce que là, ils parlent vraiment de l'organisation du travail. Et donc, ils passent beaucoup moins de temps sur leur partenariat avec telle marque ou telle finale de Ligue des Champions que parfois sur ce qu'ils, par exemple, un des gars que j'adore écouter, c'est Thierry Henry. Il parle énormément de ce qu'il a appris de ses éducateurs quand il avait 13-14 ans et qu'il adorait jouer sur ses qualités, la vitesse, la percussion, et on lui a interdit d'utiliser sa vitesse pour qu'il développe d'autres qualités et qu'il devienne un joueur complet. Pareil, il y a une autre chaîne tenue par un ancien joueur professionnel suisse, là, il vient d'interviewer Djibril Cissé. Djibril Cissé, il explique que toute sa carrière, il avait un super pied droit et un pied gauche un peu pourri, et tous ses éducateurs lui ont dit, Giroud lui a dit, etc., etc. Et en fait, il les a jamais écoutés. Il a joué sur ses points forts, sur la vitesse, la percussion, sa super frappe pied droit, etc. Et là, interviewé maintenant au calme entre spécialistes dans un petit média de niche pour fans de football, il passe 30 minutes là-dessus et il explique tous les regrets qu'il nourrit. Et il rend hommage à tous les éducateurs, tous ceux qui lui ont pointé cette faiblesse qui lui aurait permis de devenir un meilleur joueur encore, chose qu'il regrette en fait aujourd'hui. Ça, moi quand j'étais gamin et que je regardais téléfoot le dimanche matin sur TF1, on parlait pas de ça. On n'allait pas autant en profondeur dans le parcours. Ouais, là, on fait quasiment en fait dans ces interviews-là entre professionnels, ce qu'on peut trouver sur YouTube, on fait quasiment de la socio-histoire du foot, quoi, la socio-biographie. On a des footballeurs qui s'expriment pendant 2 heures sur tout un ensemble de choses structurantes. Parfois, ils vont parler des conflits de clans dans des vestiaires, etc. Des trucs de boutique, des trucs qui sont pas sur l'avant-scène, qui sont sur l'arrière-scène, et auxquels on n'avait pas accès en fait quand on était limité à 6 chaînes de télé et le résumé du téléfoot le dimanche matin et les interviews hyper formatées de type c'est important, fallait prendre les 3 points, machin. Maintenant, avec cette floraison de médias ultra spécialistes, on arrive à vraiment à accueillir des discours hyper intéressants de professionnels entre eux en fait. Je vous laisse intervenir là-dessus chacun et après on passera aux questions. Voilà, ça te va, Nico? Dans ton roman, il y a une dimension sportive ou agonistique entre des groupes sociaux, je sais pas, tu nous as parlé de ton parcours de footballeur, mais dans tes romans ou dans le dernier, il y a quelque chose qui relève du sport. Non, pas dans celui-là.
Le premier, oui. Ouais. En fait, Banlieue Noire, je raconte l'histoire d'un jeune qui doit être recruté par des grands clubs. Il y a des dirigeants qui doivent venir le voir jouer pour qu'il intègre un centre de formation. Et donc, on voit dès le départ qu'il va être accusé d'une tentative de meurtre. Donc, je raconte les raisons qui ont fait qu'il a pas pu intégrer ces clubs professionnels. Après, par rapport à ce que disait mon collègue, oui, c'est compliqué maintenant avec au niveau du football, avec l'ultra-individualisme. On est entré vraiment dans une époque avec beaucoup de stats. Et c'est à l'image de la société. C'est compliqué de ressortir un projet collectif dans le football. On a besoin, après, les stats, le nombre de buts, etc., la data, les courses, les frappes, kilomètres parcourus, etc. Donc, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a besoin de se référer, il faut avoir un modèle, il faut avoir une image. Et c'est de plus en plus compliqué pour trouver un... Après, le projet collectif, ça reste le résultat. Ça reste le résultat parce qu'il y a quand même... le but, c'est quand même de gagner des matchs et pour ça, on peut pas le faire seul. Mais c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué de ressortir, de voir un projet collectif, je trouve. Tu voulais rajouter quelque chose, Gilles ? Non, j'avais envie qu'on parle des romans, donc je voulais le lancer sur, sur un de ses récits de fiction, comment il arrivait à croiser le parcours d'un jeune footballeur avec une trame dramatique. Voilà. On va passer aux questions du coup, et je précise, ça me fait bien m'y faire penser, je précise une chose maintenant, il me semble que tous les trois, vous êtes au Salon du Livre, y compris après la table ronde. Donc, Oui. voilà. Donc, si vous voulez une dédicace, prendre les bouquins et continuer à discuter avec eux, ils y seront tous les trois juste après. Voilà, merci beaucoup à tous les trois et on va prendre les questions de la salle. Je sais pas comment ça marche. On a un micro volant, un goal volant et ouais, 2, ok. Qui c'est qui choisit ? Non, j'ai pas envie de choisir. Je vois pas bien les gens. Ouais, les premiers, hein, je vous laisse faire. Vous êtes autonome. Est-ce qu'il y a des questions quelque part ? Ou des remarques, des interventions, n'hésitez pas. Des témoignages, des chorégraphies, tout ce que vous voulez. Je voulais revenir sur la question de l'émancipation et de la compétition nécessaire ou pas. Parce que dans mon quotidien, moi je suis plutôt dans la grimpe et la rando, on voit que peut-être ça revient sur le devant de la scène. Parce que typiquement, voilà, peut-être que la société a jamais été aussi aliénante avec des bullshit jobs, etc. Et donc l'émancipation par se dépasser, avoir le soutien des copains, réussir à être bon à un endroit, ça donne du sens. Et c'est fou de se dire que c'est plus là-dedans que des gens trouvent du sens, en fait. Et effectivement, par exemple, dans l'escalade, il y a bien sûr cette notion d'énorme compétition, puisque c'est maintenant aux Jeux Olympiques, par exemple. Il y a aussi des gens qui font des cotations toujours plus dures en falaise, etc. Mais à côté de ça, il y a quand même des gens, et y compris des très jeunes, plus jeunes que moi, qui revendiquent que ce qu'ils cherchent dans le sport, c'est d'être dans des beaux coins de nature française, découvrir leur patrimoine naturel, et que ces sujets-là, j'ai l'impression, sont plus médiatisés qu'ils ne l'étaient il y a quelques années, ce qui veut dire qu'il y a peut-être une plus grande diversité de façons d'approcher le sport. Vous pouvez réagir là-dessus, peut-être ça vous fait penser à d'autres exemples, mais je trouvais que c'était intéressant d'explorer ça. Oui, je suis assez d'accord avec vous. Parce qu'Anthony a parlé de son parcours personnel, moi je fais aucun sport qui soit compétitif, pourtant j'en fais pas mal, notamment de la planche à voile, du surf, des choses où il n'y a même personne, vous êtes avec la mer, parfois loin, dans des situations où même l'idée même d'effort est totalement absent. Bien sûr, c'est des sports qui sont hyper physiques, mais vous mettez votre corps à profit dans un mouvement qui fait corps avec autre chose. C'est la même chose j'ai pas fait beaucoup d'alpinisme, mais d'abord on est avec soi-même. C'est un défi qu'on se lance à soi-même, peut-être d'arriver à tel sommet
dans un certain temps peut-être, enfin bon, peu importe, les conditions étant toujours différentes, c'est difficile de mesurer. Mais par exemple pour le surf ou la planche à voile, les conditions sont tellement... On est avec des amis, il y en a qui sont plus forts, et ils resteront toujours plus forts pour plein de raisons différentes. Mais il n'y a pas du tout de... Bien sûr, ces sports-là sont joués aussi de manière très compétitive, avec des points, etc. Mais donc il y a non seulement ça, des sports, des éléments ne sont pas des sports très compétitifs. Et dans tous les cas, quand ils le sont, il y a une dimension esthétique qui est très très forte. Il y a, il y a des figures à réussir et elles peuvent être réussies de manière plus ou moins bonne. C'est pas simplement c'est pas un 0 ou un 1, c'est véritablement, c'est des sports qui relèvent du flow, comme quand on voit les enfants qui sont pris dans quelque chose. C'est des sports méditatifs. Donc vous avez tout à fait raison. On aurait pu, à mon avis, aligner un grand nombre de sports où la dimension agonistique, compétitive, avec un adversaire n'existe pas. Les adversaires qui sont des immensités comme le ciel ou l'espace, pour parler de moi, ce que j'ai essayé de faire, qui sont des éléments qui sont la neige, qui sont le vent. C'est des choses qui vous confrontent totalement à autre chose. C'est pas du tout la compétition. C'est pas le duel, par exemple, ou c'est pas le match de boxe qui est vraiment, à mon avis, le paradigme du sport agonistique. Donc merci, oui, vous avez raison. Et moi, c'est ce qui me porte physiquement, c'est ces dimensions physiques-là, motrices-là. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, ici. Moi, j'avais envie d'avoir votre avis. On a parlé beaucoup de sport collectif et d'autres sports, et du survivalisme, qui est du coup une forme d'activité sportive qui a beaucoup eu le vent en poupe ces dernières années, où il y a eu beaucoup de spectacles, en tout cas à la télé, où on en a fait vraiment quelque chose à regarder, et qui est même vendu en entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des survivalistes qui viennent expliquer qu'il faut se dépasser, comme eux, ils se sont dépassés en survivaliste dans le monde de l'entreprise. Et voilà, j'aurais bien aimé avoir votre avis sur cette vente de ce nouveau sport. Je ne sais pas vraiment si c'est un sport en tant que tel, mais c'est une activité physique où on va valoriser ça. Non, enfin, moi, je peux pas dire grand-chose. J'ai pas étudié le survivalisme en tant que tel. Ce que je peux dire, c'est que clairement, oui, sur la dimension idéologique, quand vous êtes un ancien sportif relativement connu, vous avez un capital symbolique assez important parce que vous avez été médiatisé, vous avez gagné des titres, etc. Une des voies de reconversion possibles, c'est d'être coach pour les ultra riches à travers des dispositifs de conférences. On vous paye quelques dizaines de milliers d'euros pour venir là face à l'AG ou enfin je veux dire à une réunion de cadre d'une entreprise pour leur enseigner la gagne. Et ça, vous le voyez, parfois c'est retransmis, y compris sur YouTube. Vous avez des conférences comme ça d'anciens sportifs qui disent voilà comment je me suis préparé pour les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde, et transmettre un esprit de conquête à un parterre de contrôleurs de gestion et de chargés d'affaires. Et bah oui, effectivement, bah là, ça rejoint un peu ce dont on discutait sur l'idéologie que ça transmet. Effectivement, hein, c'est le fait d'être un vainqueur avec une mentalité de vainqueur qui va aller s'inspirer des meilleurs et des plus grands. Voilà, moi, c'est la seule digression que ça m'inspire. Sinon, sur le thème de la survie et des jeux de survie, etc., j'y connais rien du tout. Vous pensez à Koh-Lanta, ce genre de choses, hein. Ah oui, oui, c'est ça, ouais, man. Ouais. Ça reste de la compétition, de toute façon. Moi, j'avais une question un peu ciblée sur Tom T. En tant que du coup sportif, puis dans ton parcours, ta carrière, producteur toi-même de récits, de narration en tant qu'auteur, voire même potentiellement scénariste, ou bref, construire du récit. Je veux dire un gros mot qu'on a un peu sous-tendu, mais pas trop prononcé, mais en termes de storytelling, comment on raconte les histoires, et notamment les histoires de sportifs et de sportives. Est-ce que tu as l'impression que ton regard a changé entre la manière dont tu percevais comment on construisait ces histoires de sportifs et de sportives quand toi-même tu étais sportif, et que maintenant, en tant qu'auteur, enfin, je sais pas si je suis claire, même tu vois, dans la manière dont tu peux, par exemple, regarder un film ou
découvrir des œuvres, est-ce que tu as l'impression d'avoir eu une évolution sur la compréhension et l'envie de raconter différemment ce storytelling de parcours sportif? Tu me dis si c'est pas clair. Oui, je pense, parce que, par exemple, en tout cas, depuis tard, je parle du football, mais je connais le parcours, en fait. C'est que moi, quand je regarde un match de foot, je sais par où sont passés tous ces gens. En fait, moi, j'ai affaire souvent à des parents. En fait, le truc, c'est que comme on voit beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de matchs, il y a beaucoup d'événements liés au sport, on a l'impression que tout le monde est sportif, que tout le monde peut être sportif. En fait, il y en a tellement à la télé que inconsciemment, les gens ils se disent ah bah oui. Vu le nombre de sportifs qu'il y a, vu le nombre de professionnels, mon fils aussi peut être professionnel. Et en fait, moi, j'ai ce truc-là que bah, je sais. En fait, je sais que dans un centre de formation, quand on est 300, quand on est 50, il y en a deux, trois qui deviennent professionnels. Alors que déjà, les mecs qui sont sélectionnés, c'est déjà les meilleurs. Mais sur les 50 qui vont être sélectionnés dans une région, les 40, il y en a peut-être 2 qui vont être professionnels. Donc je sais comment entre guillemets, comment on fait pour le parcours, je sais où il débute et où il se termine. Donc dans l'histoire, quand je raconte une histoire, en tout cas après peut-être je me trompe, mais quand je raconte une histoire, j'essaie d'aller à la source et j'essaie justement de raconter tous ces trucs avec toutes ces barrières, tous ces rebondissements entre guillemets, et ça m'aide dans l'écriture en fait. Ça m'aide dans l'écriture, c'est un peu l'envers du décor. Essayer de pas juste ce qu'on voit. Il n'y a pas seulement ce qu'on voit, mais ce qui se cache derrière. Et pardon, je monopolise, mais du coup, est-ce que ça te donne des fois envie de twister ce storytelling comme tu le connais et comme tu vois comment il avance dans ton récit? Est-ce que des fois, tu as envie un peu exprès de dire bah, je sais que dans la vraie vie, l'histoire, elle se raconterait comme ça, mais du coup, exprès, je vais contourner et casser un peu le jeu de ce système-là? Peut-être. Après, je sais, franchement. Après, à force d'écrire, en tout cas pour les trucs, je vois quand c'est mal écrit. Enfin, quand je trouve que c'est mal écrit. Après, je sais pas. Franchement, je sais pas. Ensuite, ouais. Ah oui, là. Salut. Ça va pas tant être une question que de remettre un peu une pièce dans le jukebox. Je réagis par rapport à ta question tout à l'heure de Benjamin de comment ça se fait qu'on se retrouve systématiquement avec des représentations pessimistes du jeu sanguinaire et tout ça. Et je crois qu'il y a quelque chose qu'on a tendance à oublier, c'est que je réalise en me disant que pas forcément. Bref. D'un point de vue, dans la science-fiction, on se pose souvent, si on regarde Hunger Games ou ce genre de choses, waouh, j'ai perdu mon fil. Attendez. Prends ton temps. Ce que je voulais dire, c'est que les jeux sanguinaires, ils ont existé, ils sont pas si loin que ça de nous, ils peuvent nous paraître très lointains, mais si on regarde les États-Unis qui ont eu les propriétaires d'esclaves qui organisaient des jeux sanguinaires à mort, parce que c'est une exploitation du corps de l'autre, parce que y a cette notion de production du sport qui est séparée de la consommation du coup. J'essaie de recapter les morceaux que j'ai compris du début de cette conférence. Voilà, je voulais juste dire que je pense que si on a cette vision négative et que souvent dans la science-fiction, ça ressort si négatif, c'est peut-être parce que ça a déjà existé et que la science-fiction n'est pas forcément toujours très optimiste et a tendance à tordre et partir d'une base de réalité et tordre au maximum. Voilà, c'était pas tant une question, mais si vous voulez réagir. Oui, merci. Je ne sais pas si vous voulez réagir là-dessus. Il nous reste 2 minutes. Moi, je sais qu'on m'a dit, souvent ils me disent que le football, c'est un petit peu l'arène et que c'est justement, ça fait penser au truc d'esclaves où on voit des gens qui sont sur le terrain, qui viennent de certains milieux et on a tout autour des gens qui crient, qui vocifèrent et qui veulent voir du sang. Donc dans la représentation, j'ai
l'a beaucoup dit dans la représentation, ça fait ça justement. Des gens, sauf que maintenant c'est des millionnaires, alors qu'avant ça ne l'était pas. Mais il y a ce truc-là, quoi, en fait, de gens qui viennent de... Par exemple, si on parle de football, beaucoup de gens qui viennent des quartiers, etc. Et tu as une foule, des gens qui sont là et qui attendent de voir... pareil pour la boxe, tous ces sports-là, comme c'est beaucoup de gens qui... Dans les sportifs, il y a beaucoup de gens qui viennent de... Je ne vais pas dire de milieux défavorisés, mais il y en a pas mal. Et à côté, toute une arène et les gens qui la regardent et qui attendent, qui crient, qui insultent et qui attendent de voir du sang. Ouais, dans la représentation, on peut voir ça comme ça. Hein. Après, je sais pas. Oui, pour compléter ce que vous disiez, c'est vrai que vous pensiez à ces combats d'êtres humains dans la traite des êtres humains type des gladiateurs, quoi. Et aujourd'hui, comme en gros c'est interdit, on voit quand même que les combats on a basculé, c'est les combats entre animaux maintenant. Enfin maintenant traditionnellement, mais qui continuent de manière beaucoup plus très informelle, mais de manière assez récurrente dans un grand nombre de pays, les combats de coqs, les combats de chiens, etc. Or, dans la fiction, évidemment, on peut encore se permettre de mettre des humains qui vont être chassés par des ultra-riches dans un camp, etc. Donc on a ce déplacement. Peut-être ça peut amener un élément de réponse. J'ai l'impression ce qu'on ne peut plus faire, évidemment, dans la réalité, on peut le réinjecter, parce qu'évidemment, c'est plus fort dans la fiction. Et comme la science-fiction, c'est quand même des univers alternatifs, dystopiques, qui souvent ont mal tourné, mais comment vous faites mal tourner un jeu de hockey, vous remplacez les sticks par des rasoirs. Comment vous faites du football américain, vous mettez des pics sur les armures, et en fait vous avez ou des combats à mort type dans Mad Max, je sais plus, c'est le premier ou le deuxième. En fait vous avez c'est un simple glissement à mon avis pour correspondre à la construction de monde que veut justement la science-fiction de type dystopique. Eh ben, je crois que ce sera le mot de la fin, car il faut qu'on rende la salle. Donc je vous remercie, vous toutes et tous, d'être venus. Et vous tous, du coup, aussi d'être venus intervenir sur cette table ronde. Merci beaucoup. Et évidemment, un grand merci aux intergalactiques, autant les bénévoles que les organisateurs, etc. Et à la MJC, et évidemment, là où vous êtes ici, et avec tous les gens de la MJC qui permettent que ça soit possible. Voilà. Et allez au Salon du Livre, acheter leurs livres. Voilà, ils seront encore plus contents de venir.